Ben, bonjour, Sylvie. Bonjour Lucille, ça me fait plaisir de t'avoir devant moi, qu'on ait un petit peu de temps pour se parler. Alors, on se retrouve ici dans un magnifique studio à Victoria et c'est toi qui as arrangé ça à partir du moment où j'ai dit j'aimerais faire une entrevue avec toi. Eh bien, je connaissais mon ami qui pourrait nous faciliter cette entrevue. Mhm. Et puis, je savais que ça fait depuis longtemps qu'elle me dit qu'elle voudrait faire la même chose en anglais. Alors, j'ai décidé, ben, puisque Sylvie est ici, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, et puis on est pas mal confidentes une les autres. Alors, j'ai pensé un bon moment pour faire ce vidéo ici en français. Et en fait, on pourrait dire pourquoi pas. Et en fait, cette expression pourquoi pas nous permet de faire beaucoup de choses dans la vie. Je pense que ça te convient très bien. Hein? Oui, oui, très, très bien. Alors donc, cette entrevue pour parler de toi comme femme, parler de ta, ta pratique professionnelle en tant que thérapeute par l'art. Et puis, pourquoi pas commencer avec aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une fondation Pro. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Eh bien, la Fondation Prou, c'est le top, le pic de ce que j'ai fait jusqu'à date. Et puis, disons, c'est un nouveau commencement. Parce que la Fondation Prou va me permettre de faire beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire autrement. Okay. Parce que j'ai une merveilleuse équipe qui travaille avec moi. Puis, sous la Fondation Prou, notre école, the Canadian International Institute of Art Therapy, fonctionne. OK. Alors donc, c'est un peu une organisation qui chapeaute les activités. Ce qui veut dire que ça peut ouvrir sur autre chose. Oui, là, il y a les écoles. Oui, bien, la Fondation Prou, c'est une fondation non-profit. Oui, sans but lucratif. Sans but lucratif. Mm-hmm. Alors oui, ça nous ouvre beaucoup de portes. OK. Alors, en fait, ça, c'est là où tu es rendu. Oui. Je peux pas dire où est-ce que ça a commencé parce que finalement, ça a commencé probablement dans ta nature intrinsèque quand tu es venue au monde. Tu devais être une petite fille curieuse, intéressée. Aguissable. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ah, on m'a toujours dit, celle-là est aguissable. Et tu étais à quel rang de la famille? Il y avait combien de frères et sœurs? Le bébé, la plus jeune de 9. OK, donc là, tu pouvais observer, toi, avec un autre angle. Oui. Alors, donc, tu es née où? Je suis née à Ottawa. Mm-hmm. Et puis, ma mère est aussi métis, parce que mon grand-père maternel vient d'une tribu québécoise qui s'appelle Inuit. Okay. Et puis, il est né dans les Escoumins. OK. Et puis, ma mère... Sur la Côte-Nord, alors? Oui. OK. Et puis, mon père est natif d'Ottawa, lui aussi. Et puis... Ça parlait français, anglais à la maison? Chez moi, on parlait français, pas mal, mais parce que mon père a beaucoup travaillé à Arnprior puis à Calabolgie. Alors, les plus vieux dans la famille ont été à l'école en anglais. Ah. Alors, on parlait toujours les deux. Ah, OK. Mais chez moi, mon grand-père maternel disait tout le temps, on parle français à la maison, puis on apprend l'anglais pour remplir nos ventres. Pour travailler, donc. Oui, parce qu'à Ottawa, si tu ne savais pas l'anglais, tu ne pouvais pas trouver de travail. Ah, d'accord. Donc, il y avait la culture, les racines à la fois, la réalité économique de tout ça. Oui. OK. Alors, donc, tu as grandi à Ottawa? Oui. OK. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Ah, OK. Et après? Bien, à l'âge de 20 ans, je me suis mariée. OK. Et puis, mon mari était dans la marine canadienne. Mm-hmm. Et puis, notre premier voyage a été de traverser le Canada et de venir à Victoria.
Ah, d'accord. On a été ici 1 an. Ma fille aînée est née à Victoria. Puis d'ici, on est allé à Halifax. OK. Puis, vous avez séjourné là-bas longtemps? Non. On était là peut-être 6 mois quand on a été envoyé à l'Angleterre. Ah. Puis on a vécu en Angleterre pendant 3 ans. Okay. J'ai eu 2 autres bébés en Angleterre. Ah, OK, la famille continuait. La famille continuait et puis en Angleterre, j'ai laissé mon accent français parce que je parlais le français, l'anglais. Je disais de, puis je mettais des H où il n'y en avait pas, Okay. puis j'en enlevais où il y en avait. Et puis, quand je suis revenue de l'Angleterre, je parlais l'anglais parfaitement bien. Ah, OK, d'accord. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Où vous êtes-vous établi à partir de l'Angleterre pour revenir ici au Canada? À Terre-Neuve. À Terre-Neuve? Oui. Ah, OK. Terre-Neuve, ensuite de Terre-Neuve, le temps du contrat de mon mari dans la marine était terminé, alors nous sommes retournés à Ottawa, puis on a acheté une maison à Gatineau. D'accord. Puis on a demeuré à Gatineau une 20aine d'années. OK. Alors là, tu es rendu à combien d'enfants à ce moment-là? Ben, à Gatineau, j'ai fini ma famille avec 8. Ah, OK. Des jumelles. À l'âge de 45 ans, j'ai eu des jumelles. Wow! Alors ça, c'était déjà un défi. Oui, parce que j'en avais 6 d'élevés, puis j'avais l'intention de retourner à l'école. Mon plus jeune avait déjà 11 ans. Ah, OK. Quand je suis allée en Afrique voir ma sœur qui était religieuse, qui avait vécu en Afrique 15 ans. Puis alors, je suis allée passer un séjour avec elle. Et puis à mon retour, j'ai tombé enceinte. Et puis, j'ai eu des jumelles. Wow, c'est tout un cadeau à cet âge-là. C'est tout un cadeau. Donc, une femme de défi comme toi, tu t'es dit, je me relève les manches et puis on y va encore pour l'éducation. Les autres devaient contribuer, par contre, les plus vieux. J'ai pas même pensé. Ben oui, j'avais 6 babysitters. Et puis, les 3 plus vieilles, dans ce temps-là, ma plus vieille avait 21 ans, puis j'avais 20 ans, et puis 19 ans. Eux ont commencé à se trouver des appartements, puis à quitter la maison. Okay. Puis j'avais 3 garçons de l'âge adolescent. Et puis je te dis que mes garçons, ce sont des bons pères. Ils savent comment changer les couches, comment nourrir un bébé, comment donner le bain. Ils ont appris ça jeune. Ben oui, j'avais besoin de l'aide. OK. Alors donc, à quel âge... c'est-à-dire à quel âge tu avais et quel âge avaient tes enfants quand tu as décidé de retourner à l'école? J'ai décidé de retourner à l'école à l'âge de 50 ans. Parce qu'à l'âge de 50 ans, je me suis trouvée femme single. Monoparentale? Monoparentale, c'est ça. Ah, OK. Et puis, à la maison, j'avais les jumelles. Et puis, tous les autres enfants, il y en avait à l'université, il y en avait d'autres au travail, mais il n'y avait plus personne qui restait à la maison. D'accord. Alors, à l'âge de 50 ans, j'ai dit, c'est mon tour. Et puis, j'ai décidé, après la naissance des jumelles, j'avais fait partie de l'Association des parents jumeaux d'Ottawa. OK. Maintenant, avant ça, j'avais jamais fait partie d'association, j'avais pas le temps. Oui. Et puis, en faisant partie de cette association-là, j'ai rencontré beaucoup de professionnels. Puis j'ai pensé, j'aimerais ça être dans le domaine de ces professionnels-là. Alors, j'ai fait des demandes et puis on m'a dit, bien, il faut que tu ailles à l'université. Okay. Alors, j'ai commencé à faire des démarches. J'ai pris mes premiers cours en psychologie. Puis ensuite, il y avait un cours qui se donnait en l'histoire de l'art. Ouais. Maintenant, ça l'a ouvert mon cerveau comme tout. Je le savais qu'il fallait que je reste dans l'art. Et puis, tout en faisant ça, j'ai découvert qu'à l'Université Concordia, il y avait un programme qui s'appelait l'art-thérapie, où la psychologie et les arts se mariaient pour arriver à une autre
méthode de travailler avec les gens. Est-ce que c'était un peu au début de cette formation à Concordia? Parce qu'ils ont été pas mal les premiers, hein? Oui, ça commençait, ça faisait juste commencer. Le docteur Michael Edwards arrivait pour commencer le programme. D'accord. On est en quelle année, là? Dans les années 80? Dans les années 80. OK. Et puis là, donc, tu commences, et puis ça a pris combien de temps, tout ça, ta formation? Bien, ma formation a pris, je dirais, peut-être 10 ans, parce que j'ai fait un bac en psychologie, un bac en beaux-arts, et puis un diplôme en art-thérapie, puis une maîtrise en art-thérapie. Tout ça, là, sans arrêt, c'est tout ça sans après l'autre, tu as enchaîné tout ça. Tu étais convaincue? Ah ben, j'étais comme une éponge sec. Et puis, la minute que je touchais l'eau, j'embibais tout ce que je trouvais. Et puis, oh non, c'était pour moi une renaissance. Alors, tu avais beaucoup donné, et là, tu recevais. Je recevais. Je débordais de choses dont je recevais. Puis mes deux plus jeunes, mes deux jumelles, n'ont pas eu la même mère que mes 6 premiers, qui avaient une mère à la maison, etc., etc. Tandis que mes 2 jumelles avaient une mère qui était aussi une étudiante. Oui, oui. Qui était passionnée. Qui était une étudiante qui faisait une carrière en art, parce qu'à Montréal, j'étais bien connectée, j'étais bien attachée avec la vie de l'art, là. Et puis le milieu artistique. Avec le milieu artistique, oui. J'ai fait beaucoup d'expositions à Montréal, des expositions à l'extérieur aussi. J'appartenais au groupe d'artistes sculpteurs du Québec. Puis on m'a inclus dans un de leurs livres qu'ils ont écrit. Et puis j'ai fait une belle carrière d'artiste au Québec. D'accord. Mais juste pour revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a parlé d'art-thérapie, mais tu as toujours fait donc de la peinture. Ça remonte à quand, ça, l'expression par la peinture? Quand j'étais petite, c'était le temps de la guerre. La seule affaire qu'on avait, c'était des livres à colorier puis des crayons Crayola. C'est la seule chose qu'on avait. Alors, j'ai jamais fait autre chose, sauf en faisant la cuisson. J'avais une mère qui était modiste de chapeau et puis qui faisait des repas qui étaient de l'art. Et puis alors, j'avais ça dans le sang, disons. Et puis alors, je faisais beaucoup de couture pour mes enfants. Puis je faisais des beaux repas, des beaux gâteaux. Tu t'exprimais à travers les activités d'une mère ou les activités d'une famille. Exactement. Puis si les enfants avaient quelque chose à faire pour l'école, ben là, je m'impliquais avec eux. Ils gagnaient toujours le premier prix, tu comprends? Et la peinture a commencé quand? La peinture a commencé lorsque je demeurais à Terre-Neuve. Ah, OK. J'avais environ 35 ans. Je venais de donner naissance à mon premier fils, mon 4e enfant. Et puis, j'ai eu une difficulté après sa naissance qui m'a occasionné de retourner à l'hôpital. J'étais sur la pointe de mort. Et puis, j'ai eu l'extrême-onction, toute cette affaire-là. Et puis, quand je suis récupérée, je ne me sentais pas très bien. Je ne me sentais pas comme moi-même. J'avais pas la même énergie. Alors, je cherchais pour quelque chose qui me sortirait de la maison. Il n'y avait pas grand-chose à Terre-Neuve dans ces jours-là. Il y avait un canal de télévision, c'est tout. Il n'y avait rien à faire pour la femme. Alors, mes amis ont dit, ben, sais-tu, à l'Université Memorial, on commence les cours d'éducation pour les adultes. Et puis, il y avait 3 cours qui se donnaient, puis un de ces cours-là, c'était oil painting. Puis alors, j'ai commencé avec la peinture à l'huile, puis j'ai jamais arrêté après ça. Ah, d'accord. Donc, c'est devenu ton moyen d'expression là, privilégié. Exactement. Et tu as toujours été active, tu as fait des expositions et tout ça. Alors, parallèlement à ça,
Ça, c'était un de tes moyens d'expression, mais avec l'art-thérapie, tu as associé tout ça. Comment ça s'est passé, l'association des deux? C'est-à-dire, comme art-thérapeute, tu te sers de tes capacités justement pour approcher ta clientèle. Explique-nous comment quand j'élevais ma famille, j'avais pas grand temps pour faire de l'art. Mais lorsque j'étais à Terre-Neuve, puis je prenais ces cours-là, j'avais juste un tout petit appartement, puis 4 petits-enfants, puis là, enceinte pour un 5e. Alors, je prenais ma planche à repasser. Puis j'ouvrais ma planche à repasser dans le salon. Puis là, c'était sur ça que je faisais de l'art. Je laissais la vaisselle sale dans le renvoi d'eau. Je pouvais laver ça le lendemain matin quand les enfants étaient debout. Là, les enfants étaient couchés. J'avais le temps de focusser sur l'art. Et puis mon mari était dans marine, alors il y avait souvent de la garde qu'il devait faire. Alors, j'avais souvent des veillées seules. Alors, je faisais mon art là sur ma planche à repasser dans le salon. Quand les enfants grandissaient, puis qu'on a quitté Terre-Neuve, on était rendu à Gatineau, c'était quand on partait, on louait des camps d'été, puis on amenait les enfants pour 2-3 semaines à un camp d'été. Là, j'amenais ma peinture, puis je faisais de la peinture. Alors, c'est pour ça que mes premières peintures, ce sont tous des peintures de scènes à l'extérieur. Ah, d'accord. OK. Alors, revenons à la fin de tes études comme art-thérapeute. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les grandes étapes là, qui t'amènent à finalement ce que tu as fait lors de ton premier séjour en Thaïlande. Là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ces étapes-là. Comment ça s'est déroulé tout ça? Là? Tu deviens art-thérapeute. Je deviens art-thérapeute et puis, par chance, parce que là, j'ai 62 ans. Puis, il faut que je me trouve un emploi. Puis, qui est-ce qui peut engager quelqu'un à 62 ans? Ça se fait pas facilement. Mais, j'avais fait mon stage à l'hôpital de Montréal pour enfants. Et puis, une ouverture, une position s'est ouverte pour 1 mois durant l'été. Et puis, la psychiatre m'a demandé si j'aimerais prendre la position de psychoéducatrice avec le groupe. Et puis, j'ai accepté. Puis, la personne que j'ai remplacée a décidé de ne pas revenir à l'hôpital. Alors, j'ai eu la place. Ah, wow! Tout ce que j'avais à faire, c'était de le faire, puis les portes s'ouvraient. C'était vraiment un cheminement magique. Parce que j'avais pas les moyens de retourner à l'université. J'avais pas les moyens de faire ce que je faisais puis m'occuper de mes enfants aussi. Parce que là, oublie pas, mes plus vieux commençaient à avoir des enfants. Alors, tout le temps que je faisais ça, je devenais grand-mère aussi. Mes 6 premiers, je les ai pas laissés aller de même, tu sais. C'est parce qu'ils vivaient pas avec moi, mais je gardais les communications. Tu continuais à être une mère. Je continuais à être une mère. Aujourd'hui, j'ai 18 petits-enfants, puis 8 arrière-petits-enfants. Wow. Puis je continue tout le temps avec ça. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Alors, j'ai cette vie-là qui se passe, le temps que j'ai ma vie de carrière qui se passe, puis j'ai une vie de carrière d'artiste qui se passe. Alors, j'ai travaillé 15 ans à l'hôpital de Montréal pour enfants, et puis le temps que je travaillais là, j'ai arrivé à mettre sur pied une intervention. On m'avait demandé, quand j'avais commencé à l'hôpital, si je pouvais travailler avec le parent et l'enfant. Puis moi, c'était mon but de travailler avec le parent et l'enfant. Alors, j'ai commencé de même avec les tout petits, les enfants d'1 an jusqu'à 5 ans. Et puis, l'intervention que j'ai mise sur pied, c'était tout nouveau parce que les art-thérapeutes, dans ce temps-là, travaillaient seulement qu'avec les enfants à l'école. Les enfants qui savaient comment dessiner. Alors, il fallait que j'invente des interventions pour un enfant d'1 an qui pourrait travailler avec sa mère. Parce que mon idée était que, parce que je travaillais sur l'attachement, mais dans le temps, j'appelais pas ça l'attachement. J'appelais ça seulement que renforcer les liens émotionnels. Puis alors, je voulais que la mère puisse jouer au niveau du bébé,
comme on joue avec un petit bébé dans nos bras, puis on lui grazouille, puis il nous fait des bruits, puis on refait des bruits, puis il sourit, puis on sourit, puis on dit gaga, puis il y a il une dit gaga. communication. La communication de même, je voulais qu'elle se fasse comme ça, mais à travers de l'art. Ouais. Et puis quand j'ai eu fini mes 15 ans à l'hôpital, j'ai décidé d'écrire un livre. Parce que là, tu étais une pionnière là, dans Oui, ce domaine-là. oui. Alors, tu t'es dit, bien, j'accumule l'expérience et je la communique. C'est ça. OK. J'ai pris ma retraite, je suis venue à Victoria, puis à Victoria, j'ai écrit le livre. Alors, en 2003, mon livre a été publié. Et c'était, quel est le titre de ce livre? Strengthening Emotional Ties through Parent-Child Dyad Art Therapy. Il a été écrit en anglais uniquement? Uniquement en anglais. D'accord. Pourquoi en anglais? Pourquoi en anglais? Parce que mes parents n'avaient pas des gros moyens. La commission scolaire en Ontario payait notre éducation seulement qu'à la 10e année. Puis, j'avais un frère qui disait non, Lucille, elle a besoin de graduer. Puis, maman, vous allez l'envoyer à l'école publique pour qu'elle gradue. L'école publique, c'était en anglais. Alors, j'ai fini toute mon high school en anglais. Alors, comme je te dis, j'ai vécu 3 ans en Angleterre. Mm-hmm. Puis, quand j'étais prête à aller à l'université, je lis jamais en français. Moi, je lis en anglais. Alors, j'ai fait tous mes études universitaires en anglais. Mm-hmm. Alors, j'ai pas le vocabulaire ou le comment faire pour écrire en français. Alors que tu t'exprimes très bien en français, oui. Tu te sens pas confortable de le faire en français en ce qui concerne la communication écrite. Bien, j'ai pas le vocabulaire. Je comprends. Même là, je m'en vais au mois de juin en Abitibi-Témiscamingue. Mes discours puis mes ateliers, j'ai pas de problème, mais tout le restant qui doit être écrit, je demande quelqu'un à me traduire ça. Mm-hmm. De toute façon, Lucille, l'essentiel, c'est ce que tu peux donner. Exactement. Il y a d'autres gens qui peuvent t'aider et t'appuyer dans ça, alors que l'important, c'est de pouvoir livrer ce que tu as accumulé comme longue expérience. La drôle de chose de tout ça, c'est que le livre a été écrit en anglais. Oui. Il a été en 2003. En 2007, traduit en hébreu. Et puis en 2017, traduit en arabe. Alors, j'ai un livre écrit en arabe. Alors, c'est drôle. Il n'existe pas écrit en français. Il n'existe pas encore en français. Non, donc, alors, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, ça peut être une belle occasion. Oui. Alors, donc, tu écris ce livre-là, tu prends ta retraite, tu décides de mettre toute l'expérience que tu as dans ce livre-là, et qu'est-ce qui arrive après? Je suis à Victoria après. Après avoir vécu à Montréal, qui est ma ville préférée dans tout le Canada, je trouvais, puis il n'y avait rien ici de vieux. Moi, j'avais fait une série sur les vieux hangars de Montréal qui m'avait stimulé, qui me stimule encore. Il y a tellement d'espoir puis d'esprit dans les vieux hangars de Montréal. J'arrive à Victoria, tout est beau, tout est net, tout est fleurissant. Puis j'ai jamais été une pour faire des fleurs. Alors, je trouvais le temps plate. Alors, j'ai décidé d'aller faire du bénévolat à l'extérieur. Et puis, durant ma recherche pour me trouver une place, j'ai découvert CUSO. CUSO avait une demande sur l'Internet pour quelqu'un pour aller à Bangkok, en Thaïlande, pour mettre sur pied une clinique pour travailler avec les enfants qui avaient été abusés, qui avaient été abusés sexuellement, physiquement, abandonnés, etc. Alors, j'ai fait la demande et puis on m'a accepté. Alors, à l'âge de 72 ans, j'ai fait valise et puis je suis partie pour la Thaïlande comme si je m'en allais à Hull d'Ottawa. Là, c'était pas plus que ça m'énervait pas plus. Je m'en allais, moi, à Thaïlande. C'est tout. Et puis, tu connaissais pas l'Asie à ce moment-là? Pas du tout. Et puis, ton contrat était pour une période de combien de temps? 2 ans et demi. Wow! Puis j'ai resté 3 ans. Ah oui.
Donc, tu t'es installé là-bas, puis tu as fait ton contrat, ça s'est bien passé? Très bien passé. Très bien passé. Je travaillais 3 jours. Et puis, le gouvernement du Canada payait mes dépenses. Le gouvernement du Thaïlande payait d'autres dépenses. Alors, j'avais ma pension. Moi, j'étais à ma retraite. Alors, j'ai pris tout cet argent-là, puis j'ai voyagé. J'ai voyagé d'un coin à l'autre de la Thaïlande, du Laos, Cambodge, Vietnam, Malaysia, Singapour. J'étais allée en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Népal, aux Indes. J'ai fait le Southeast Asia. Wow! Alors donc, pendant ces 3 années-là, t'en as profité. Alors toi qui avais début 70 ans, t'avais une famille ici, puis là tu te retrouvais libre comme dans une autre vie finalement, Oui. à pratiquer ce que tu aimais faire. Et puis mes enfants qui avaient les moyens sont tous venus me voir. OK. Alors j'ai eu de la visite, plus que j'ai ici à Victoria. J'ai eu de la visite. Bien, le monde cherche toujours la chaleur durant l'hiver, hein? C'est vrai. Puis là-bas, en Thaïlande, on a de la chaleur. Ouais. T'as aimé la culture aussi. Hein? J'ai aimé la culture et puis maintenant, j'ai une école. J'avais rencontré une personne qui était art-thérapeute, puis elle était aussi médecine. Alors, ensemble, on a établi la première école. C'était en quelle année, ça? 2012. Parce que à ce moment-là, j'étais à Victoria, j'ai dit je trouvais le temps plate, mais j'étais aussi la directrice d'une école d'art-thérapie ici à Victoria. OK? C'était pas assez stimulant, disons. Alors, je pars pour aller en Thaïlande. Alors, une fois que j'ai fait cette connexion-là, puis j'étais directrice d'une école ici, alors je pouvais faire une alliance avec la Thaïlande et l'école ici. Alors, on a mis sur pied l'école ici avec cet autre groupe-là. On a mis sur pied une école en Thaïlande. D'accord. 1 an après, le Japon a entendu parler de notre école en Thaïlande. Ils sont venus voir et puis nous ont invités à mettre sur pied une école à Tokyo. Alors, là, on a une école à Tokyo, une école en Thaïlande, et puis au Canada, ici, à Victoria, il y a déjà 3 écoles d'art-thérapie en Colombie-Britannique. Et puis, parce que j'avais été la directrice d'une école d'art-thérapie, je savais que c'était très difficile d'avoir des étudiants pour venir ici, pour faire un programme. Alors, on a décidé de faire notre programme online pour aller rejoindre les personnes à l'extérieur. Et puis maintenant, eh bien, notre école, la base de notre école est ici, à Victoria. Puis on donne des programmes. Au mois de mars, ça va être le programme de mandala. Au mois de juillet, le programme d'attachement. Alors, on donne ces programmes-là ici à Victoria, sur place. Le restant de nos programmes se font, je ne sais pas comment on dit online en français. En ligne. En ligne. Excellent. C'est la manière la plus ouverte et la plus accessible maintenant. Donc, ça en est rendu là. Alors, toi, tu as encore voyagé là, récemment. Il me semble l'année dernière, tu étais encore en Asie, non? 2 ans passés. Ah, OK. Alors, 2 ans passés, j'ai décidé que je prenais ma retraite. La deuxième retraite? Oui, deuxième ou troisième retraite sur l'enseignement. D'accord. Alors, pas parce que j'aime pas ça, faire ça, ni parce qu'il fallait que je fasse le sacrifice d'enseigner, le sacrifice de voyager. Mais j'ai déjà 86 ans et puis fallait que j'entraîne du monde pour y aller, pour que ça continue. Je pouvais pas être la seule. Alors, j'ai pris ma retraite sur l'enseignement parce que mes directeurs au Japon, puis en Thaïlande, ils veulent que ça soit moi qui y va. Mais j'ai dit non, là, j'enseigne plus. Mais heureusement... Tu as formé une relève maintenant. Oui, la relève est formée, tout va très bien. Et puis, on a l'enseignement en ligne. Puis, je peux m'impliquer avec ça, alors je peux rester assis chez moi. Dans mon cours présentement que j'enseigne, j'ai une personne de Abu Dhabi, j'ai une personne de Thaïlande, une personne de Taïwan, une personne de
Macao. Mm. J'en ai d'autres des États-Unis, puis j'en ai quelques-uns du Canada. Alors, l'enseignement se fait en anglais n'importe où dans le monde. Oui. Alors, ça, c'est le point, c'est-à-dire que tu peux propager tes connaissances, aider ces gens-là qui, eux, à leur tour, dans leur milieu respectif, vont pouvoir propager ça. Oui. Donc, il y a une certification qui se fait comme ça. Oui. OK, merveilleux, parce qu'il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de gens qui, finalement, s'investissent beaucoup et s'arrêtent. Et souvent, tout cet investissement est perdu trop souvent. Alors, tu as eu l'intelligence de former une relève. Maintenant, quand tu dis on, c'est-à-dire qu'il y a une équipe autour de toi, là. Bien oui. On ne peut pas penser que, à mon âge, quand même, que j'ai beaucoup d'énergie, etc., que je peux faire tout ça moi-même. Uh-huh. Non, nous avons des partenaires. Et puis, dans le moment, on est une équipe de 6 personnes qui fonctionne l'école et puis la fondation. Excellent. Alors, ce qui veut dire que tu parlais de l'Abitibi, donc tu comptes aller en Abitibi cet été. Puis en Winnipeg au mois de septembre. Donc, il y a encore des déplacements, mais pas aussi loin que l'Asie. Non, mais parce qu'on a du monde là, qui finissent leur mémoire au Japon puis en Thaïlande, il va probablement avoir une graduation. Et puis, je vais y être. Ah, okay. Je vais y être. C'est important que j'y sois. Tu sais. Alors, quand j'ai commencé l'entrevue, j'ai mentionné que j'avais pensé faire cette entrevue en français pour justement permettre à plus de gens de suivre ce que tu as fait, de te connaître et puis aussi d'être inspiré. J'ai souvent pensé à toi après les premières rencontres que j'ai eues avec toi parce que, bon, on a une vingtaine d'années, un petit peu plus de différence dans notre parcours de vie. Et puis, on a toujours besoin de modèles, de gens à qui on pense quand on a des pannes d'énergie ou qu'on commence à se laisser un peu influencer par les gens qui disent, voilà, c'est le temps de prendre sa retraite, on a 50 ans, 55 ans, alors que la vie est pas mal plus longue que ça aujourd'hui. Mmh. Alors, tu l'as mentionné, c'est toi qui as décidé d'en parler, que tu avais 86 ans. Alors, avec ces 86 ans aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres projets? Comment tu vois la vie? C'est quoi, là, je dirais, la route qui est devant toi? C'est quoi ta vision? Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais faire un commentaire. C'est que oui, moi aussi, à l'âge de 50 ans, là, je retournais à l'école. Quelle folle! Retourner à l'école, puis tu vas trouver un job. Pas personne qui m'appuyait sur ça. Mm. Alors, moi, je suis allée à la bibliothèque et puis j'ai allé chercher plein de livres que le monde avait écrits après 70 ans, après 60 ans. Il y a beaucoup de monde qui ont fait leur succès dans la vie après 50 ans. Il y a de la vie après 50 ans. Puis moi, je peux prouver qu'il y a de la vie après 70 ans. Alors maintenant, il faut que je fasse la preuve qu'il y a de la vie après 80. C'est un autre défi. Pourvu qu'on a la santé. Mm-hmm. Mm-hmm. 80-90, si Dieu le permet. Mm. Oui, pourvu qu'on a la santé. Là, maintenant, les projets. Bien, moi, c'est... Si on veut continuer à être capable de fonctionner intellectuellement, aussi que physiquement, il faut s'occuper de notre corps. Alors, je fais des workouts dans l'eau, au moins 3 fois par semaine. Mm-hmm. Pour aider mon cerveau à continuer à fonctionner, il faut développer de nouveaux contacts, pas toujours répéter la même chose. Alors, moi, qui a aucune vibration de musique dans mon corps, j'apprends à jouer le piano. Puis pour apprendre à jouer le piano, il faut que j'apprenne à lire les notes. Ça, c'est tout un défi. Ça fait 5 ans là, que j'étudie, puis ça fait, là, je commence à reconnaître les notes, puis je commence à pouvoir jouer des beaux petits morceaux. Mais faut rester sur ça. Faut pas se décourager. Alors, c'est stimuler
continuer à stimuler, toujours rester bien Et puis vivant. maintenant, moi, j'ai toujours voulu faire du bateau à voile. Mhm. Maintenant, j'ai jamais eu la chance, mais je viens d'apprendre qu'il y a un groupe ici à Victoria qui font du bateau à voile avec les personnes handicapées puis les personnes âgées. Alors, cet été, j'espère de pouvoir m'impliquer à faire du bateau à voile. Non, je sais pas combien est-ce que je vais pouvoir faire, comment est-ce que ça va faire, mais je vais m'essayer. Merveilleux. Peut-être que je vais juste faire ça cet été, je ne le sais pas. Puis après ça, bien, on a souvent des demandes là, pour commencer des écoles en Égypte, aux Indes. On a des demandes que mon équipe travaille sur ça. Et puis probablement qu'à ce moment-là, j'irai pour l'ouverture de ces écoles-là. Alors non, j'ai pas fini. Il y a tellement de choses à faire dans le monde. Comment est-ce qu'on peut avoir fini? C'est de cultiver cette vision. J'ai envie de reprendre une phrase que tu m'as tellement fait rire l'autre fois quand tu as dit « Moi, quand je veux dormir, j'allume la télévision. » Ah oui. Alors qu'il y a tellement de gens qui perdent leur vie devant la télévision. Écoute, Lucille, sur ces paroles, je te remercie beaucoup de ce temps de qualité que tu nous as accordé. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler un petit peu de ce que ma vie est, et puis ce que ma vie a été, et puis ce que ma vie va devenir. C'est très inspirant. Merci. Merci.